Bonjour à tous, chers élèves de seconde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur cette vidéo pour faire la correction de l'évaluation qui sert à voir, si vous avez bien compris, le chapitre sur les probabilités qu'on avait déjà vu en vidéo. Donc voilà, cette évaluation, je vous l'avais donnée, je vous avais demandé de vous entraîner. On va ensemble parcourir la correction pour essayer de mieux comprendre un certain nombre de points, donner des explications complémentaires, bref, éclaircir tout ce qui est peut-être pas suffisamment clair ou suffisamment bien compris ou bien maîtrisé sur ce chapitre important sur les probabilités. Donc l'exercice 1, c'était un QCM qui vise à balayer un petit peu les différentes notions de base sur les probabilités. Donc on vous disait de choisir là où les bonnes réponses en les entourant sur l'énoncé. On va essayer de justifier et d'expliquer un petit peu chacune des réponses. Donc là, premièrement, on vous dit, on considère une urne qui contient 7 boules rouges numérotées 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 4 boules vertes numérotées 8, 9, 10, 11. Donc on en déduit immédiatement qu'au total dans notre urne, il y a 11 boules. Pour les questions 1 à 3, on vous dit on tire au hasard une seule boule de l'urne. Pour les 4 à 6, après avoir tiré une boule au hasard, on la remet dans l'urne, ce qui a une importance grande, et on tire une seconde boule. Donc premièrement, la probabilité de tirer une boule rouge. Quelle est-elle? Alors, probabilité de tirer une boule rouge, vous avez, pour calculer la probabilité, nombre d'éléments sur nombre d'éléments total. Donc là, probabilité de tirer une boule rouge, vous avez 7 boules rouges sur un total de 11, donc elle est de 7 onzièmes. Réponse que j'ai dû entourer dans la correction, donc la B. Mais on a aussi la réponse C. Pourquoi? Parce que donc la probabilité de tirer une boule rouge c'est de 7 sur 11, probabilité de tirer un numéro impair, parce qu'on dit supérieur à celle de tirer un numéro impair. Des numéros impairs, combien il y en a? 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on a 6 chances sur 11 d'avoir un numéro impair. On vient de dire qu'on avait 7 chances sur 11 d'avoir un numéro d'avoir une boule rouge. Donc la probabilité de tirer une boule rouge est supérieure, 7 sur 11, c'est supérieur à 6 onzièmes, donc à celle de tirer un numéro impair. Du coup, ce n'est pas la réponse D. Ensuite, la probabilité de tirer une boule rouge portant un numéro impair. Donc les boules rouges, elles sont là. Celles qui portent un numéro impair, il y en a 1, 2, 3 et 4. Donc elle est de 4 sur 11. Mais du coup, 4 sur 11, c'est aussi la probabilité de tirer une boule verte. Donc réponse A et B, c'est ce qu'on a dû mettre dans la correction ici. Réponse A et B. Ensuite, la probabilité de tirer une boule verte ou portant un numéro pair est de combien? Donc ça veut dire que déjà, si vous prenez une boule verte, ça marche. Je vous rappelle que l'union, c'est l'un ou l'autre ou les deux, mais un des deux suffit. Donc si vous tirez une boule verte, ça marche, donc vous avez déjà les 4 boules vertes. À ça, il faut ajouter tous les numéros pairs qui ne sont pas des boules vertes, c'est-à-dire le 2, le 4 et le 6, donc on ajoute 3 possibilités supplémentaires. Donc ça veut dire qu'on a les 4 boules vertes, plus les 3 boules paires rouges, qui marchent aussi. 4 et 3, ça fait 7, donc probabilité de 7 sur 11, réponse C, ce qu'on a dû mettre dans la correction. Ensuite, la probabilité de tirer 2 boules rouges. Donc là, on est passé à partir de la question 4, dans le cas où on prend une boule, on la remet dans l'urne et on tire une deuxième boule. Donc on est dans le deuxième cas dans des conditions identiques. Ensuite, donc la probabilité de tirer 2 boules rouges est de combien? La probabilité de tirer une boule rouge la première fois, elle est de 7 sur 11. Donc imaginez, vous faites un arbre, vous pouvez faire un arbre pour vous aider. Soit vous avez une boule rouge, probabilité, on l'a dit, de 7 sur 11. Soit vous avez une boule verte, probabilité de 4 sur 11. Et puis après, je fais un deuxième tirage dans les mêmes conditions. À nouveau, soit j'ai une boule rouge ou une boule verte, si j'ai tiré une rouge la première fois. Soit j'ai une boule rouge, soit j'ai une boule verte, si j'ai tiré une verte la première fois. Les probabilités, dans la mesure où il y a remise, c'est pour ça que c'est important, elles sont les mêmes. 4 onzièmes, enfin 7 onzièmes, 4 onzièmes, 7 onzièmes, 4 onzièmes. Et du coup, là, on vous demande la probabilité de tirer 2 boules rouges. 2 boules rouges, ça correspond à la branche du haut. Et on a le principe multiplicatif sur un arbre pondéré, un arbre de probabilité,
qui est la première fois j'ai 7 chances sur 11 de tirer une boule rouge, la deuxième fois 7 chances sur 11 aussi, donc de tirer 2 boules rouges, 7 sur 11 fois 7 sur 11. Or 7 sur 11 fois 7 sur 11, 7 fois 7, 49, 11 fois 11, 121, ça fait 49 sur 121. Donc réponse D ici pour cette question. La probabilité maintenant de tirer 2 boules de même couleur. Donc pour avoir 2 boules de même couleur, il faut soit 2 rouges, ou alors 2 vertes. Et donc en fait on a 2 issues qui correspondent à cet événement. Dans ce cas-là, on doit additionner la somme des 2 issues. Donc la première issue, c'est avoir 2 boules rouges, on a dit c'est 49 sur 121. À ça, je dois additionner la probabilité d'avoir 2 boules vertes. 2 boules vertes, c'est la branche du bas, 4 onzièmes fois 4 onzièmes, 4 fois 4, 16, 11 fois 11, 121, donc plus 16 sur 121. Soit j'ai 2 boules rouges, soit j'ai 2 boules vertes. J'additionne donc la probabilité de ces 2 issues qui correspondent à l'événement tirer 2 boules de même couleur. Or 49 plus 16, ça fait 65 sur 121. Donc réponse D ici aussi. Et enfin, la probabilité de tirer 2 boules portant un numéro impair. Donc là, ça veut dire qu'en fait, je dois répéter mon arbre, sauf que cette fois-ci, je ne m'intéresse plus à rouge ou vert, mais je m'intéresse à pair ou impair. Or, on a dit tout à l'heure que des impairs, je crois qu'on en a 6. On va revérifier. Impair 1, le 3, le 5 et le 7, ça en fait 4. Le 9 et le 11, ça en fait 6. Des pairs, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc impair 6 sur 11, pair de l'autre côté 5 sur 11. Et puis finalement, mon arbre, il a la même structure. Ce qui change uniquement, c'est les probabilités. Deuxième tirage, soit j'ai un numéro impair, probabilité de 6 sur 11, soit j'ai un numéro pair, probabilité de 5 sur 11. Même chose, soit j'ai un numéro impair, probabilité de 6 sur 11, soit j'ai un numéro pair, probabilité de 5 sur 11. Et là, la question, c'est quelle est la probabilité de tirer 2 boules qui portent un numéro impair? C'est donc la branche du haut. La branche du haut, ça sera donc 6 fois 6, 36 sur 11 fois 11, 121. Donc 36 sur 121. Je regarde parmi les propositions qui sont faites, c'est donc la réponse B, 36 sur 121. Donc si tout va bien, je vais jeter un coup d'œil à la correction. Voilà, d'où la réponse B qui était faite ici. Ok? Donc voilà pour cet exercice 1. Maintenant on passe à l'exercice 2. Une histoire de dés. Donc on vous dit expérience aléatoire, on lance 2 dés non truqués dont les faces sont numérotées 1 à 6. Donc ça c'est les dés classiques que vous connaissez. On fait le produit des 2 chiffres obtenus et on lit le résultat. Donc attention, souvent quand on lance 2 dés, on fait plutôt la somme. Là on vous dit je fais le produit, donc la multiplication des 2 chiffres obtenus, je lis le résultat. Attention aussi dans un exercice comme ça de bien respecter les consignes qui vous sont données. Donc là, la consigne, c'est tous les résultats seront donnés sous la forme de fractions les plus simplifiées possibles. Donc respectez bien cette consigne-là, sinon vous risquez de perdre des points assez bêtement, parce que c'est toujours frustrant d'avoir la bonne réponse, mais de ne pas avoir tous les points parce qu'on ne l'a pas donné sous la forme attendue. Modéliser l'ensemble des issues par un tableau. Donc là, pour modéliser l'ensemble des issues, je dois faire un tableau, dit un tableau à double entrée. Avec en colonne le dé par exemple 1, en ligne le dé numéro 2. Donc ça va vous faire les 6 x 6, 36 possibilités. Vous complétez à l'intérieur en mettant donc, ce qui nous intéresse ici, et c'est bien précisé dans l'énoncé, c'est même mis en gras pour les plus inattentifs, on s'intéresse au produit. Donc c'est-à-dire que dans la case qui est là, c'est 1 fois 1 égale 1. La case qui est là, j'ai le D1 qui fait 4, le D2 qui fait 2, 2 fois 4, 8. Et à chaque fois, vous faites le produit du résultat des 2 dés. D1, 3, D2, 5, 3 fois 5, 15. Et donc là, à l'intérieur de ce tableau, vous obtenez les 36 possibilités, les 36 produits possibles quand vous lancez 2 dés. Si votre tableau est bien complété, c'est un très bon outil, assez simple à utiliser pour répondre à toutes les questions qu'on peut vous poser.
Donc là, par exemple, qu'est-ce qu'on vous demande comme utilisation du tableau? On considère les deux événements définis par A, le résultat est impair, B, le résultat est strictement supérieur à 12. Calculer les deux probabilités. Donc P de A, donc le résultat est, alors j'ai déjà oublié, le résultat est impair. Je vais dans mon tableau, je compte les résultats impairs. 1, 2, 3, alors on va plutôt faire par ligne parce qu'il faut s'organiser clairement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc on a 9 résultats impairs possibles sur 36. Quand il y a un des dés qui a un multiple de 2 déjà, comme 2, 4, 6, il n'est pas possible que le résultat soit impair. Parce que vous avez un multiple de 2, donc c'est-à-dire que le produit, quel que soit l'autre nombre, l'autre résultat du dé, votre produit, votre résultat final sera un multiple de 2. Donc c'est dans les lignes impaires qu'il faut chercher. On a 9 résultats possibles sur 36 qu'on peut simplifier en un quart. Maintenant, les résultats strictement supérieurs à 12, si je me rappelle bien. Strictement supérieur à 12, c'est-à-dire à partir de 13. Combien on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 sur 36 qui est une fraction irréductible, donc je la laisse comme ça. Ensuite, définir par une phrase l'événement B bar et calculer P de B bar à partir de P de B. Donc là, c'est pour vérifier si vous connaissez la formule du cours. B bar, je vous rappelle que c'est l'événement contraire. Donc le contraire de B, B c'est le résultat est strictement supérieur à 12. Donc le contraire de ça, c'est le résultat est inférieur ou égal à 12. Donc c'est ce qu'on a dû vous mettre dans la correction. Le résultat est inférieur ou égal à 12. Et je vous rappelle la formule du cours qui dit que la probabilité d'un événement contraire est égale à 1 moins la probabilité de l'événement. P de B bar égale 1 moins P de B, c'est-à-dire 1 moins 13 sur 36. 1 c'est 36 sur 36, moins 13 sur 36, ça fait donc 23 sur 36. Ensuite, à partir de P de A, calculez la probabilité de l'événement C, le résultat est pair, en expliquant votre raisonnement. A c'est l'événement, le résultat est impair. Donc l'événement, le résultat est pair, c'est le contraire de A. Un numéro, un résultat, soit il est pair, soit il est impair. Donc si je ne suis pas dans A, je suis dans C, donc C est l'événement contraire de A, du coup je peux utiliser ce que je viens de voir. P de C, c'est P de A bar, or P de A bar c'est 1 moins P de A, P de A on avait vu que c'était 1 quart, 1 moins 1 quart, ça fait 4 quarts moins 1 quart, ça fait donc 3 quarts. On termine avec deux questions classiques sur l'intersection et l'union. Définir par une phrase l'événement A inter B. Qu'est-ce que c'est A inter B? C'est l'un et l'autre. Donc c'est-à-dire que c'est à la fois l'événement A, donc le résultat est impair, et, j'ai souligné parce que c'est le mot de liaison important ici, l'événement B, c'est-à-dire le résultat est strictement supérieur à 12. Donc on cherche les résultats impairs strictement supérieurs à 12. Je vais dans mon tableau, les impairs strictement supérieurs à 12, il y a 15 ici, 5 ici, 15 ici, 25 ici. Si j'en oublie pas, ça doit en faire 4, il me semble. Non, pardon, j'ai compté le 15, le 5, n'importe quoi. Il y a le 15 qui est là, le 15 qui est là, le 25 qui est là. Ça en fait donc uniquement 3 sur 36 que je peux simplifier par 12. Ça fait 1/12e. À ne pas confondre avec A union B, la dernière question. L'union, c'est l'un ou l'autre ou les deux. Donc le résultat est soit impair, l'événement A, ou strictement supérieur à 12, et j'aurais même pu mettre pour être complet, ou les deux. Parce qu'on a vu que c'est le ou des probabilités, c'est le ou inclusif. Donc les deux sont possibles. Et pour ça, on a une formule dans le cours qui dit que la probabilité de A union B, c'est P de A plus P de B moins P de A inter B. Donc là, c'est le moment de l'utiliser, cette formule. Vous connaissez ces trois probabilités. P de A, on l'avait à la question 1, enfin la question 2, P de B aussi, et P de A inter B, je viens de le calculer. Donc j'utilise tous ces éléments, je fais le calcul. 1 quart plus 13 sur 36, P de A plus P de B moins 1/12e P de A inter B. Je mets tout sur 36, donc ça fait 9 plus 13 moins 3 sur 36, 9 et 13, 22, moins 3, ça fait donc 19 sur 36. Notez bien que de façon générale, calculer une intersection, ça se fait quasiment à la main. Il suffit de réfléchir, qu'est-ce que c'est cette intersection, combien il y a d'éléments dedans.
et vous pouvez avoir le résultat directement comme c'est le cas ici. Calculer une union, par contre, il est fortement recommandé d'utiliser cette formule parce que l'union elle est plus compliquée à imaginer dans la mesure où il y a un événement, ou alors l'autre, ou alors les deux, mais que je ne dois pas compter deux fois. Hein, d'où la formule qu'on avait expliquée dans le cours, P2A union B, c'est pas uniquement P2A plus P2B, c'est P2A plus P2B moins P2A inter B, sinon ceux qui sont dans A et dans B sont comptabilisés deux fois. Donc il faut être vigilant. Donc je répète, l'intersection, réfléchissez à ce qu'elle représente et combien il y a d'éléments dedans, vous réussirez en général à calculer sa probabilité. L'union, c'est plus prudent d'utiliser la formule du cours. On passe à l'exo d'après. Donc exo 3 maintenant, un exo classique encore là sur les probabilités avec un jeu de cartes. Donc expérience aléatoire, dans un jeu de 32 cartes, on tire successivement au hasard 3 cartes en remettant à chaque fois la carte tirée dans le jeu. On s'intéresse plus particulièrement au nombre de cartes tirées qui sont des figures. Donc on vous rappelle que les figures dans un jeu de 32 cartes, c'est valet, dame ou roi parmi donc les 3 cartes qu'on a tirées. À chaque tirage, on pourra donc distinguer les cas, on tire une figure ou on ne tire pas de figure. Donc ça, c'est une aide précieuse qui va simplifier grandement l'arbre de probabilité qu'on vous demande à la question 2. Parce que sinon, si vous faites un arbre qui modélise cette situation, vous avez à chaque fois 32 cartes, donc 32 branches qui partent au début, et après vous faites 3 tirages, donc vous avez 32 x 32 x 32 branches à faire. Ça va faire un arbre inexploitable. Donc là, on vous dit, simplifiez-vous la vie, vu que ce qui nous intéresse, c'est de tirer une figure ou pas. En fait, j'ai que deux issues. Je prends ma première carte, soit c'est une figure, soit ce n'est pas une figure. Donc j'ai que deux branches à faire. Attention, autre consigne à respecter, les probabilités seront données sous forme de nombres décimaux avec 3 chiffres après la virgule. Là encore, respectez bien cette consigne. Quelle est la probabilité de tirer une figure dans un jeu de 32 cartes? Donc là, question assez basique, qui revient à se demander combien il y a de figures dans un jeu de 32 cartes. Il y a 3 figures dans chacune des 4 couleurs. Donc 3 x 4, ça doit faire 12 sur 32 cartes. Donc la probabilité de tirer une figure est de 12 sur 32 que je simplifie en 3 huitièmes. Et je respecte bien la consigne qui est de donner ça sous forme décimale avec 3 chiffres après la virgule. 3 huitièmes, c'est 0,375. Donc la probabilité de tirer une figure dans un jeu de 32 cartes. C'était pas demandé, mais je le mets ici parce que ça va être utile dans la construction de l'arbre. J'en déduis que la probabilité de ne pas tirer une figure, l'événement contraire, c'est 1 moins 0,375, c'est-à-dire 0,625. Du coup, maintenant, j'ai tous les éléments en main pour modéliser l'expérience par un arbre clair et approprié. Donc on vous redonne l'indice que je vous ai expliqué. Plutôt que de distinguer les 32 cartes à chaque tirage, ce qui pourrait donner un arbre difficile à réaliser, c'est le moins qu'on puisse dire, on pourra plutôt distinguer les deux cas de l'énoncé pour chaque tirage. Donc soit je prends une figure, soit je ne prends pas de figure. Donc première carte, soit j'ai une figure avec une probabilité que je viens de calculer de 0,375, soit je n'ai pas de figure avec une probabilité de 0,625. Puis je répète cette expérience 3 fois au total. Donc, premier tirage, ce niveau de l'arbre. Deuxième tirage, ce niveau de l'arbre. Troisième tirage, ce niveau de l'arbre. Je vois que finalement, par rapport aux figures, j'ai 2 x 2, 4 x 2, 8 possibilités. 8 combinaisons, si vous voulez. À chaque fois, les probabilités sont les mêmes, parce qu'on est dans des conditions identiques et indépendantes, dans la mesure où on vous précise bien dans l'énoncé qu'à chaque fois, on remet la carte tirée dans le jeu. Sinon, ça changerait tout. Au deuxième niveau, les probabilités ne seraient plus les mêmes. Mais là, on remet la carte, donc à chaque fois, conditions identiques et indépendantes, probabilité identique de tirer une figure ou pas. Donc on considère maintenant les événements définis par A, il n'y a aucune figure, B, il y a exactement une ou 3 figures, calculez P de A et P de B. Alors, il n'y a aucune figure, j'ai mis un petit astérix à côté de la branche qui correspond, c'est uniquement la branche du bas. Pour qu'il n'y ait aucune figure, il faut que je n'ai pas tiré une figure la première fois, ni la deuxième, ni la troisième. Donc c'est uniquement la branche du bas qui correspond à avoir tiré aucune figure, qui a donc une probabilité de 0,625 fois 0,625 fois 0,625, c'est-à-dire 0,244 quand on arrondit à 3 chiffres après la virgule. Alors que l'événement B, c'est une ou 3 figures. Je balaye les branches. La première, celle du haut, on a 3 figures. Donc ça marche. Ici, j'ai une, deux figures, ça ne marche pas. Une, 2 figures, ça ne marche pas. Cette branche-là, une seule. Donc j'ai mis un petit point à côté, c'est une branche qui marche.
Cette branche-là, deux figures, ça ne marche pas. Par contre, celle-ci, une figure ici, ça marche. Et celle-ci, une figure ici. Donc au total, j'ai 4 branches qui marchent. Donc je dois additionner la probabilité de ces 4 branches. La première, c'est 0,375 fois 0,375 fois 0,375, donc 0,375 au cube. Ici, 0,375 fois 0,625 fois 0,625, donc 0,125 au carré. Et puis, même chose pour les deux autres, 0,625 fois 0,375 fois 0,625, et 0,625 fois 0,625 fois 0,375, elle est là, j'additionne ces trois-là. Je tombe sur une probabilité de 0,492 d'avoir exactement une ou 3 figures. Notez qu'en fait, il n'y a qu'une seule façon d'avoir 3 figures. J'ai pris une figure au premier tirage, au deuxième, au troisième. Par contre, on peut remarquer, ça anticipe un petit peu des chapitres de première, un chapitre de première, notamment sur la loi binomiale. J'ai 3 façons d'avoir une figure parmi 3 cartes. Soit j'ai eu ma figure au premier tirage, c'est cette branche-là. Soit j'ai eu ma figure au deuxième tirage, c'est cette branche-là. Soit j'ai eu ma figure au troisième tirage. Et après, les probabilités sont les mêmes parce que dans chaque combinaison, j'ai une figure, probabilité de 0,375, et 2 cartes qui ne sont pas des figures, donc 0,625 deux fois. Donc à chaque fois, c'est 0,375 fois 0,625 au carré. Et ça, on l'a 3 fois. 1, 2 et 3. Ensuite, question suivante, que vaut A inter B? Comment qualifier les événements A et B? A, c'est aucune figure, B, c'est exactement une ou 3 figures. A inter B ne vaut rien, parce que A inter B, ça voudrait dire les deux. Donc je veux à la fois qu'il n'y ait aucune figure, ou alors qu'il y en ait et plutôt, c'est pas ou, hein, je veux qu'il n'y ait aucune figure et qu'il y en ait une ou 3. Impossible. Soit j'en ai aucune, soit éventuellement, autre possibilité, j'en ai une ou 3, mais je ne peux pas avoir les deux en même temps. Donc P de A inter B ne vaut rien. Parce que les événements A et B sont dits incompatibles. C'est impossible d'avoir les deux simultanément. C'est impossible d'avoir en même temps 0 figure et une ou 3. Si vous êtes d'un côté, vous n'êtes pas de l'autre. Donc probabilité nulle est égale événement incompatible. On définit C comme événement contraire de A union B. Calculez P de A union B puis P de C. On a une formule dans le cours qui dit qu'à ce moment-là, quand les événements sont incompatibles, P de A union B, c'est simplement P de A plus P de B. Parce que la formule globale, c'est P de A union B, c'est P de A plus P de B moins P de A inter B. Mais là, on vient d'expliquer que P de A inter B vaut 0. Donc ça ne sert à rien de l'enlever, il n'y a personne dedans. Donc P de A union B, à ce moment-là, c'est juste P de A plus P de B. Donc j'additionne mes deux, mon 0,244 avec mon 0,492, ça fait 0,736. Donc ça, c'est pour P de A union B. Et vu que C, c'est le contraire, on sait que la probabilité d'un événement contraire, c'est 1 moins la probabilité de l'événement. Donc P de C, c'est 1 moins P de A union B, 1 moins 0,736 égale 0,264. Ensuite, définir par une phrase l'événement A bar, puis calculer sa probabilité. Donc A, c'est il n'y a aucune figure. Donc A bar, c'est il n'y a pas aucune figure, c'est-à-dire il y en a au moins une. Donc c'est ce que j'ai dû mettre dans la correction. A bar, c'est il y a au moins une figure. Et du coup, on commence à maîtriser l'événement contraire. P de A bar, c'est 1 moins P de A. Donc 1 moins 0,244, ça fait 0,756. Et enfin, dernière question, calculer la probabilité de l'événement C. Il y a exactement 2 figures, puisque finalement, A union B, ce serait soit soit aucune, ou alors une ou 3. Quel est le contraire de ça? C'est exactement 2 figures. Exactement 2 figures, on a vu qu'en fait c'est P de c'est le contraire de A union B. Donc c'est P de A union B bar, et P de A union B bar, on l'avait déjà calculé, c'est 0,264. Sinon, autre façon, on aurait pu aller dans l'arbre, les branches qui correspondent à 2 figures, c'est toutes celles qu'on n'a pas marquées. Donc c'est celle-ci, celle-ci et celle-ci. Je vais vous additionner la probabilité de ces 3 branches-là. Si tout va bien, vous retomberez aussi sur 0,264. Ok? On passe maintenant à la dernière question, au dernier exercice, pardon. Expérience aléatoire, donc un casino de Lyon organise une loterie. La roue équilibrée est divisée en secteurs identiques dont les couleurs successives sont jaune, gris, bleu, jaune, gris, vert, rouge, bleu et vert. Donc on a au total 9 secteurs circulaires, si je ne me trompe pas.
On fait tourner la roue, puis on relève la couleur désignée par une flèche. Donner la loi de probabilité des couleurs, c'est-à-dire donner la probabilité d'apparition de chaque couleur. Bah déjà, combien j'ai de couleurs différentes? Le jaune, le gris, le bleu et le vert, et le rouge, ça doit m'en faire 5. Et je dois, donc le plus simple, à mon avis, ça aurait été de faire un tableau, même si là je ne me suis pas donné la peine de le faire, de faire un tableau où vous mettez jaune, gris, bleu, vert, rouge, et en dessous la probabilité de chacune des couleurs. Bon là j'ai donné directement la réponse. Probabilité du jaune, les secteurs circulaires, donc on vous dit la roue est équilibrée divisée en secteurs identiques, donc c'est à dire qu'a priori chacun a la même aire, donc on a autant de chances de tomber sur chacun des secteurs, dans la mesure où il y en a 9, une chance sur 9 pour chacun des secteurs. Dans la mesure où il y a 2 jaunes, probabilité de tomber sur du jaune 2 sur 9, sur du gris 2 sur 9, sur du bleu 2 sur 9, sur du vert 2 sur 9, et enfin sur du rouge il n'y en a qu'un seul. Donc une chance sur 9, c'est le seul qui se distingue, qui se démarque. Donc toutes les probabilités sont les mêmes, sauf pour le rouge qui a une chance sur 9. Ensuite, cette loterie accorde un gain défini par les instructions suivantes. La couleur rouge permet de gagner 5 000 €, le jaune 1 000 €, le vert 100 €, le bleu 10 € et la couleur grise ne fait rien gagner. Pour chacun des résultats demandés, on donnera cette fois-ci le pourcentage arrondi au dixième, donc une troisième consigne différente pour voir si vous savez bien manier justement tous ces outils-là. Quelle est la probabilité de ne rien gagner? La probabilité de ne rien gagner, c'est de tomber sur un secteur gris. Donc c'est ce que j'ai dû mettre dans la correction. Probabilité de ne rien gagner, c'est la probabilité du gris, donc 2 neuvièmes, qu'on met en pourcentage. 2 neuvièmes, ça fait 22,2%. Je vous rappelle, 2 neuvièmes, ça ferait 0,222. Vous multipliez par 100 pour passer d'une probabilité à un pourcentage. Ensuite, on vous demande quelle est la probabilité de gagner au moins 100 €. Donc au moins 100 €, c'est soit 100 ou plus. Donc soit 100, soit 1000, soit 5000. Donc c'est soit le vert, soit le jaune, soit le rouge. Donc il faut additionner ces trois possibilités-là. La probabilité de gagner 100 €, c'est soit au moins 100 €, donc c'est soit 100, soit 1000, soit 5000. Donc probabilité du vert, plus du jaune, plus du rouge. Ça fait donc 2 neuvièmes, plus 2 neuvièmes, plus 1 neuvième, c'est-à-dire 5 neuvièmes, 0,555555 que je multiplie par 100 et que j'arrondis correctement pour avoir le pourcentage correspondant de 55,6%. Et puis dernière question, quelle est la probabilité de gagner 1000 € ou plus? 1000 € ou plus, c'est donc soit 1000, soit 5000. Donc j'additionne la probabilité d'avoir le jaune ou le rouge. Donc c'est 2 neuvièmes plus 1 neuvième, 3 neuvièmes, 1 tiers, 0,33333, ça fait 33,3%. On termine avec le bonus. Pour jouer à cette loterie, il faut miser, c'est-à-dire payer 1000 €. Ce qui peut avoir l'air important, mais il y a aussi des gains importants possibles. Mais sur le long terme, ce jeu est-il plus intéressant pour le joueur, pour le casino? Justifiez votre réponse par des calculs appropriés. Donc les calculs appropriés, ce serait de calculer ce qu'on appelle justement l'espérance de gain. Qu'est-ce que je peux espérer en gagnant à ce jeu? J'ai 2 chances sur 9 de ne rien gagner. Le gris qui ne rapporte rien, 2 chances sur 9 de gagner 0 €. J'ai ensuite 2 chances sur 9 de gagner 10 €. Je ne sais plus quelle couleur c'était. 10 € c'est le bleu, 2 chances sur 9. J'ai ensuite le vert, 2 chances sur 9 de gagner 100 €. J'ai 2 chances sur 9 de gagner 1000 €. Et enfin, j'ai une chance sur 9, le rouge, de gagner 5000 €. Quand vous faites ce calcul-là, ça va vous donner l'espérance de gain, c'est-à-dire que le gain que vous pouvez espérer gagner en moyenne en jouant à ce jeu. Donc en moyenne, vous pouvez espérer gagner 801 €. Alors je me demande si en rouge, là, c'est pas l'erreur volontaire, il faudrait vérifier le calcul qui fait peut-être 800, ou en tout cas 801. Ce qui compte en tout cas, c'est que ça ne change rien sur la conclusion. C'est-à-dire qu'en moyenne, à ce jeu, par partie, vous pouvez espérer gagner environ 800 €. Or, vous avez une mise de 1000 €. Donc à ce moment-là, en moyenne, le joueur va perdre votre mise moins les gains que vous pouvez espérer gagner, c'est-à-dire environ 200 €. Alors là, j'ai arrondi 198 parce que je pense que la bonne réponse est peut-être même plutôt 802. En rouge, là, vous vous souvenez, c'est les erreurs volontaires que je fais dans la correction, les erreurs à trouver normalement quand vous êtes en classe. Bon, là, vous n'êtes pas en classe, donc vous n'avez pas le loisir de me l'indiquer.
Mais donc si on part sur le principe que l'espérance de gain est de 802 euros, si vous misez 1000 euros, c'est-à-dire qu'à chaque partie que vous allez jouer, en moyenne, vous allez gagner 198 euros. Enfin, vous allez perdre plutôt 198 euros. Ce qui ne signifie pas que c'est interdit ou que c'est mal, ou que c'est pas bien de jouer à ce jeu, parce que vous pouvez toujours gagner. Hein. Quelqu'un qui compte sur sa bonne étoile, il se dit « Bon, moi j'ai du bol, je pense que je vais tomber sur le rouge, que je vais gagner 5000 euros, donc je tente ma chance. » Et là, bon, bah, il a vraiment du bol, il joue, il tombe sur le rouge, il a misé 1000 euros, il a gagné 5000, 4000 euros dans sa poche, c'est sympa. Mais par contre, théorie de la loi des grands nombres, si vous jouez un grand nombre de fois à ce jeu, sur le long terme, vos gains réels vont se rapprocher des gains espérés. Et donc, dans la mesure où les gains espérés, c'est 802 euros, dans la mesure où à chaque fois vous misez 1000 euros, bah, à chaque fois vous perdez environ 198 euros. Donc, sur un grand nombre de parties, ça va commencer à faire lourd. Vous jouez 10 fois, vous allez perdre environ 1980 euros. Donc d'où l'intérêt de bien savoir manier les probabilités et de savoir les utiliser correctement pour savoir si un jeu vaut le coup ou pas. Et malheureusement, la plupart, même quasi tous les jeux d'argent auxquels vous jouez, que ce soit le loto, quand vous allez au casino, ne vous faites pas d'illusions, l'espérance de gain pour vous joueurs, elle est forcément négative. Pour que celui qui organise touche des bénéfices, que le jeu lui rapporte de l'argent. Mais après, ce qui est intéressant, c'est de savoir combien ça vaut concrètement, quelle est vraiment mon espérance de gain pour savoir si ça vaut le coup de prendre le risque de jouer et donc d'avoir la chance de gagner ou pas. Voilà, j'espère avoir été clair, j'espère que vous êtes au point sur ce chapitre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Bon courage!